époque où cette espèce de renaissance des musiques traditionnelles, celtiques et tout ça était à son apogée. Et donc, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Et puis la peinture qui m'intéressait, c'était plus celle de Warhol que celle que je trouvais dans les musées ou dans les manuels de peinture. Avec tout l'aspect que j'ai aussi depuis, j'ai complété ma connaissance en histoire de l'art, mais à l'époque, j'étais beaucoup plus passionné par les images qui étaient sur les pochettes de disques, dans les fanzines, sur les affiches de concerts et tout ça. Et donc, c'était très pop, très psychédélique. Et puis ensuite, en 77, 2 ans après le bac, j'avais 20 ans et ça a été la vague punk. Et ça a complètement tout bousculé aussi. D'un seul coup, on avait le droit de faire des choses, que ce soit de la musique ou de la peinture, même si on ne savait pas en faire. Donc avec une guitare pourrie, un vieil ampli et 3 accords, et ben on faisait. Et donc effectivement, j'ai vu Clash quelques années après, mais en 81, j'ai vu Clash en concert. Alors je ne dirais pas que ça a été le déclic absolu, mais il se trouve qu'en 77, les premiers pochoirs que j'ai vus, ce sont ceux sur les blousons, sur les vestes, sur les vêtements de groupes comme Clash, pas que, hein, mais il y avait ça. Et puis un petit logo anti-nucléaire dans une manif. À l'époque, c'était voilà. Aujourd'hui, je me demande si quand on est écolo, on n'est pas pro-nucléaire. À l'époque, en tout cas, c'était pas tout ça. Nucléaire, non merci, c'était bon. Bref, les choses ont changé. Et donc, c'est les seuls pochoirs que j'avais vus. Parce qu'il n'y avait pas de graffiti. Hein. C'est une époque. Alors, sans Internet évidemment, sans téléphone portable bien sûr, et surtout le rap, le hip-hop, les tags, les graffitis, etc. n'étaient pas encore arrivés. Ça existait aux États-Unis, ça existait à New York, mais je dirais les premiers... dans les années 80, ça a démarré très légèrement, mais c'est surtout dans les années 90 qu'il y a eu cette déferlante rap, hip-hop et tout ça. Et donc, moi, j'avais commencé à faire des pochoirs en 82, donc bien avant. Et surtout dans la ville de Nantes et à Tours, où j'ai commencé à faire des pochoirs, il n'y avait rien. Et sur les murs, on avait encore des restes de peinture qui dataient de bien avant. Il y avait encore des OAS, SS, bon, ça c'est une référence à la guerre d'Algérie, il y avait encore des noms. Ça, c'était le référendum. Bon, il y avait encore des choses comme ça, au rouleau, des choses très politiques, et il y avait très peu de choses qui n'avaient rien à vendre ou à revendiquer. La première fois que j'ai vu quelque chose dans la rue qui était de la pure poésie, qui ne vendait rien, c'était à Nantes quand j'étais justement, je pense que c'était en 76, quelque chose comme ça, juste après mon bac, des affiches. Et il y avait quelques mots, quelques trucs un peu surréalistes, des images, des photos, quelques textes, et c'était signé Clic-Clac. J'ai appris par la suite que c'était un petit collectif d'étudiants aux Beaux-Arts à Nantes qui avait collé ça. Et alors, il y avait 2 personnes en France. Je vous engage vraiment à vous renseigner sur leurs travaux. Le premier s'appelle Zloty, Z-L-O-T-Y, c'est le diminutif de Gérard Zloty-Camien, qui est le premier au monde à avoir utilisé la bombe aérosol. Et avant d'utiliser la bombe aérosol, il utilisait la poire à lavement. Et il faisait des images, alors sa famille était dans les camps, à Auschwitz, etc. Il faisait des images qui étaient très très empreintes de ces drames. Bon, voilà. Donc c'est devenu un ami par la suite, et on est copains maintenant avec Zloty. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai eu une admiration sans bord, ainsi que Ernest Pignon-Ernest, qui est un copain aussi, et qui, Ernest, lui, a commencé à faire des images dans l'espace public dans les années 60, comme Zloty. Il a essayé de faire un pochoir représentant ce personnage irradié par la bombe à Hiroshima. Juste une silhouette noire comme ça, et il n'était pas content. Sur le plateau d'un avion, dans le sud de la France, là où se trouvait enfoui sous les champs de lavande, la force, les silos de la force nucléaire française, de l'armée française. Et donc lui, quand on parlait de nucléaire à l'époque, ça faisait quand même vraiment référence, c'est encore très, très récent, toutes ces histoires de Nagasaki, d'Hiroshima, tout ça, il y avait quelque chose de déchet nucléaire, ou les forces nucléaires, ça faisait résonner des souvenirs. Et donc Ernest a voulu faire quelque chose autour de ça, et il a fait un pochoir
Malheureusement, il n'y a pas de photo. Ça, c'est en 66. Et il n'était pas satisfait du résultat. Et donc, il s'est tourné ensuite, car c'est un excellent dessinateur, de facture assez classique, il s'est tourné vers la sérigraphie. Il faisait ses dessins à l'atelier. Il les sérigraphiait lui-même grâce à des grands cadres de sérigraphie, parce que ce sont des personnages qui sont un peu plus grands que la grandeur nature, et il les collait partout dans la ville. Une de ces images qu'il a rendu célèbre, connue, c'est Rimbaud, Arthur Rimbaud. Et il avait vêtu Arthur Rimbaud il était en jean avec la veste sur l'épaule, etc. Donc un Rimbaud moderne, et il l'a collé un peu partout, dans Paris en particulier. Il avait aussi des gisants sur les marches du Sacré-Cœur, en référence à la commune de Paris, enfin bon, des tas de choses comme ça. Et puis, lui aussi, en fait, j'étais très touché, parce que pour moi c'était un maître, et il a vu mes pochoirs, et il m'a envoyé un message, il a été du copain aussi, parce qu'évidemment, le fait de travailler dans l'espace public, en noir et blanc, des personnages, grandeur nature, ça a fait écho en lui à ce qu'il avait, à sa pratique. Et voilà, moi j'étais très honoré, mais ça reste pour moi les deux premiers, disons, à avoir fait ça. Et donc pour revenir à ta question initiale, j'ai pas eu un changement de carrière. Depuis que j'étais ado, je m'intéressais aux images. Je suis devenu prof d'anglais parce que l'anglais faisait partie de tout ce qui m'intéressait. Et puis voilà, j'ai eu la peste, j'ai été nommé, j'ai adoré faire ce boulot, bien sûr. Mais je n'ai pour autant jamais eu la sensation d'être plus prof qu'artiste, de la musique aussi. Sauf que dans l'esprit des gens, même si je faisais prof 1 heure par semaine, en étant fonctionnaire, à partir de ce moment-là, ça devient un peu de boulot officiel. Dès que vous avez une activité artistique, c'est déjà de toute façon bizarre. Mais vous ne faites pas, vous ne faites pas de ça, mais c'est non. Donc, enfin, vous connaissez. À partir du moment où on va bosser à des heures précises, etc., qu'on est dans la fonction publique, etc., ça devient votre vrai boulot. Moi, dans ma tête, c'était pas plus mon vrai boulot que de faire de la peinture ou de la musique. Ça ne veut pas dire que j'essayais de le faire le mieux possible, hein, on est bien d'accord. Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans le choix de vos modèles? Qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans le choix de mes modèles? Alors, j'en parlais, c'est marrant, j'en parlais il y a 2 jours, donc je vais faire la même réponse. 6 mois à l'atelier, ou dans la rue, enfin, où que ce soit, ce que je peins, ce que je dessine, ce que je fais, mais c'est valable pour la musique aussi. 6 mois, ça m'émeut. Si ça me met les larmes aux yeux, si ça crée une émotion en moi, et ben je me dis que je peux peut-être partager cette émotion. Donc ce qui m'intéresse le plus, finalement, c'est ça, c'est de trouver quelque chose qui va générer, enfin va faire remonter des émotions qu'on a tous au fond de nous. Alors après, j'ai des domaines de prédilection, enfin des thématiques, si tu veux. J'ai beaucoup peint à une certaine époque des choses qui tournaient autour de la musique, mais c'est probablement la vie qui passe, le fait de devenir parent, par exemple, à une certaine époque, a fait que peut-être je peins beaucoup d'enfants aujourd'hui, et grands-parents très bientôt. Ça va peut-être générer, ça va peut-être donner envie de peindre des enfants, alors que je n'aurais pas eu l'idée de peindre des enfants quand je commençais. Il y a la diversité. Je ne supporte pas les racismes, quels qu'ils soient. Les injustices. Enfin, je suis humaniste, mais surtout, j'ai un côté extrêmement fleur bleue bisounours, utopiste, tout ce que vous voulez. Je parlais tout à l'heure des années 60-70, donc j'ai probablement des réflexes je fais une espèce de mélange de vieux hippie et de nihiliste punk, enfin bon, bref. Et ce qui fait que j'ai énormément de mal à supporter les choses que je trouve injustes. Donc je peins effectivement des gens issus de la diversité, je peins des gens qui ont toutes les couleurs de peau, tous les âges, qui viennent de tous les milieux sociaux. Et alors, ma peinture n'est pas engagée politiquement, frontalement. Je trouve que brandir des étendards ou balancer des slogans ou annoncer une couleur politique d'emblée, c'est d'une certaine façon, réduire sa cible, enfin je n'ai pas le terme de cible, mais son public
puisque tous ceux qui ne sont pas de ce bord-là, ils ne vont même pas regarder. Donc je préfère ouvrir au maximum de manière à essayer de toucher tout le monde. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Après, pour être plus précis, il y a des images qui ne sont pas pochoirisables. C'est-à-dire que, comme je parle de photos, il y a des images qui ne se prêtent pas au traitement pochoir, ou tout simplement que je ne trouve pas esthétiquement intéressante, même si le fond, même si le personnage par exemple m'intéresse, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu. Justement, on avait vu votre Sitting Kid et votre Sitting Kid. Quelqu'un marche sur le fil du micro. Pardon, est-ce que tu parles plus? On avait vu votre œuvre Sitting Kid et on voulait savoir son histoire et si vous aviez un lien quelconque avec cette œuvre. Le Sitting Kid, c'est un lien quelconque avec cette œuvre? Non, c'est un enfant qui... en fait, c'est une photo sur laquelle je suis tombé dans un magazine ou un journal, j'ai même plus la photo d'origine. Il était de profil assis sur une chaise, il n'y avait pas le... Enfin, je l'ai un peu redessiné. Je l'ai fait en 2003, je crois, quelque chose comme ça la première fois. Et, comme beaucoup de pochoirs, je pensais que 6 mois plus tard, il n'existerait plus. Et puis en fait, les gens s'y sont attachés. Probablement parce qu'il y a très peu d'éléments. Il est de profil, on ne sait pas exactement... on ne le voit pas très bien, il est très très stylisé, disons. Et donc c'est un peu l'enfant universel. Mais il y a plein de gens qui me disent oh, on dirait moi quand j'étais petit, on dirait mon fils, on dirait mon petit-fils. Donc les gens s'y sont attachés et du coup j'ai continué à le peindre et c'est un petit peu une œuvre, c'est un personnage un peu emblématique ou drame parce que je le fais partout. Il n'y a pas une seule expo où il n'est pas dans un petit coin, je me balade pas. Et c'est pas quelqu'un de précis. Ouais. Là, en parlant d'expo, comment s'effectue le déplacement de la rue, du mur, au musée ou à la galerie? Alors, ça n'est pas un déplacement du mur vers le musée ou la galerie, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce sont des travaux différents. Bien sûr, certains des personnages de la rue se retrouvent sur des toiles, oui, mais en fait, tout tient dans l'histoire du contexte. Pour reprendre Ernest que j'évoquais il y a un instant, Ernest dit toujours qu'il ne met pas des œuvres dans la rue. Il fait une intervention dans l'espace public en collant une sérigraphie. Il a beaucoup travaillé en amont le lieu et le contexte. Le contexte, ce n'est pas seulement le contexte géographique, c'est aussi le contexte social, politique, historique, culturel, etc. Et c'est le fait de poser un personnage, une image, dans la rue, à cet endroit-là, qui va interagir avec l'environnement et qui va faire œuvre. Et il dit toujours, je ne mets pas une œuvre, c'est-à-dire que si vous retirez la sérigraphie du mur, que vous la mettez sur le mur d'une galerie, ça n'est pas une œuvre en soi. Et d'ailleurs, Ernest se défend de faire des expositions, ce qu'il montre en exposition, ce sont des travaux préparatoires de ses interventions in situ. Alors moi, c'est un peu différent parce que je fais des tableaux, mais lorsque je peins sur un format, vous allez voir le format, donc un format, ça peut être, je peins sur du métal, sur de la toile, sur du bois, sur du papier, sur du carton, et à chaque fois, c'est circonscrit à 4 lignes entre 4 angles. Et donc, on ne tient pas compte de ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'un tableau, il peut être sur un mur blanc, dans une galerie, quelqu'un va l'acheter, va le mettre chez lui sur un mur d'une autre couleur, il va se retrouver dans une galerie, dans un musée, il va être dans un environnement contemporain, classique et ancien, il devra continuer à raconter quelque chose tous les jours, ce tableau. Tout doit être contenu dans le tableau lui-même. Alors que lorsque j'interviens dans la rue, ce que je raconte n'est pas dans ce que j'ai collé, mais dans ce que ça fait avec le reste. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'énergie, si vous voulez, de ce qu'on fait dans la rue, c'est que chaque seconde est différente de la précédente et de la suivante, en fonction du soleil, de la pluie, du vent, des gens qui passent, de l'usure, d'un tac qui va venir dessus, de quelqu'un qui va arracher un petit peu si c'est un collage, et puis au bout d'un moment ça va même disparaître, et l'usure, le temps qui passe, va modifier
l'intervention, parfois en la magnifiant, parfois en... Enfin bon, c'est vraiment autre chose. Donc ça n'est pas un passage de la rue à la galerie, ce sont deux choses différentes, même si les images parfois peuvent être identiques. Dans laquelle de vos œuvres vous reconnaissez le plus? La prochaine. Désolé de la brièveté de la question, mais j'étais très long sur les précédentes. Comment vous choisissez le lieu, Alors, j'ai partiellement répondu à la question là. Le choix du lieu, il est un peu fonction de tout ça. C'est-à-dire, est-ce que ça va être vu? Est-ce que j'ai envie que ce soit vu d'un grand nombre? Ou est-ce que je privilégie un coin personne ne va voir, mais parce que esthétiquement, ou dans le sens qu'il représente, il est important pour moi. Si je souhaite que ce soit vu par un grand nombre, il faut évidemment que ce soit dans un lieu assez passant. En même temps, la seule façon de pérenniser notre travail de rue, puisqu'il est éphémère de nature, c'est la photo ou la vidéo. Donc je pars d'une photo, je fais une intervention, et après il y a à nouveau la photo. Et toutes ces différentes phases sont importantes, mais finalement ce qui va rester à la fin, c'est la photo qu'on a faite du résultat. Et il faut tenir compte de ça, c'est-à-dire que sans sombrer dans l'écueil de la carte postale. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis allé à Venise, j'ai peint Dirk Bogarde, une image tirée du film Mort à Venise. Donc déjà, j'essaye de trouver des adéquations, enfin que ça résonne avec le lieu. Et ensuite, si je colle Dirk Bogarde sur un mur à Venise qui ressemble à un mur de Mont-Saint-Barreul, ça ne présentera pas d'intérêt particulier dans une publication ou dans la mémoire que je garde de cette intervention. Il faut qu'on voit que c'est à Venise. Donc, il faut à chaque fois se dire, bon, mais là, on reconnaît, il y a le Grand Canal, il y a une gondola. C'est là qu'on peut tomber dans la carte postale. Il faut faire attention. Mais voilà comment je choisis les lieux. Et alors après, il y a aussi le risque. Je peux en témoigner. Quelquefois, on est avec du monde, et à New York, je ne sais pas quoi. À chaque fois, j'ai profité de vacances, par exemple, familiales, pour avoir dans ma valise des choses à coller. Parce que pour ne pas risquer trop gros, quand on est en déplacement, surtout dans des pays dont on connaît moins bien les réactions de la marée chaussée, j'ai tendance à coller plutôt qu'à peindre directement. Le rail de Chine, par exemple, j'ai collé mon petit sitting kit, je peins sur un papier, sur un papier soie, parfois même sur des nappes de restaurant qui sont très très fines. Et donc ça, une fois plié, dans la valise, c'est pas plus grand qu'un mouchoir. J'emmène avec moi de la colle à papier peint. Voilà. Au scanner dans les aéroports, ils se demandent ce que c'est. Très souvent, il n'y a pas de problème, une grosse brosse. Et le matin, je me fais mon petit mélange dans une bouteille d'eau minérale et ça me fait ma colle. Mais parfois, c'est arrivé que le soir, on est à l'hôtel en famille, bon, allez, je vais faire un tour. et ça, évidemment, il faut mesurer les risques en plus. Si jamais je colle et que je suis pris en flagrant délit, il suffit de retirer, il n'y a pas de traces, etc. Si je peins, évidemment, là, c'est plus risqué. Pour qu'on se comprenne très bien, je ne vais, évidemment, je m'adresse à des jeunes, surtout, ça n'est en aucun cas une apologie du vandalisme. C'est-à-dire que j'ai toujours, c'est là qu'il y a une grosse différence, on parlait tout à l'heure de l'arrivée du pack, etc. J'ai toujours choisi avec beaucoup de soin les murs ou les lieux de mes interventions avec un respect, un énorme respect des pierres, de l'architecture, des gens. Derrière un mur, il y a des gens. Qu'est-ce que c'est qu'un mur? C'est la séparation entre le public et l'intime, etc. Donc, tout ça, je l'ai en tête. Et surtout, jamais je ne vais aller peindre. Venise, par exemple, j'ai collé. Un collage, ça s'en va d'un coup d'éponge, d'un coup de karcher, un coup de pluie, un coup de vent, c'est parti. Alors que la peinture sur de la vieille pierre, moi, je n'y arrive pas.